Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Campagne agricole 2017-2018, alors que des paysans dénoncent une mauvaise récolte due à la mauvaise pluviométrie et répartition des pluies, le ministère de l'Agriculture rassure que les stocks disponibles suffisent pour nourrir les Maliens s'ils sont bien répartis. Quels sont donc les défis et enjeux à relever dans le secteur agricole au Mali? Ce grand dialogue de Studio Tamani reçoit comme invité spécial ce soir le ministre de l'Agriculture, Dr Nango Dambélé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue, chers auditeurs et téléspectateurs. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir répondre aux questions des Maliens dans le domaine de l'agriculture au Mali. Alors, tout d'abord, comment se porte le secteur agricole au Mali? Avant de répondre à votre question, permettez d'abord de vous remercier. De me donner l'occasion justement d'expliquer plus en détail les déroulés de la campagne agricole 2017-2018 et les plans que nous sommes en train d'élaborer pour celle à venir. Effectivement, je peux dire que le secteur agricole malien se porte plus ou moins bien. Juste un chiffre pour vous dire que les prévisions de production pour le coton, c'était à peu près 706 000 tonnes. À la date d'aujourd'hui, nous frôlons les 725 000 tonnes. Donc nous avons pratiquement dépassé les prévisions. Et si j'en crois le ministère américain de l'Agriculture, le Mali serait devenu le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest et je crois même en Afrique. Donc ça veut dire que du côté du coton, tout va bien. Monsieur le ministre, vous dites si vous en croyez, est-ce que vous êtes sûr que... Oui, je suis convaincu de cela. C'est pour juste dire aux ceux qui nous écoutent que c'est une statistique qui est venue du ministère américain de l'Agriculture comme relayée par RFI et d'autres médias internationaux. Par rapport aux productions céréalières, effectivement, comme vous l'aviez dit, il y a eu beaucoup de poches de sécheresse. C'était prévu parce que nous avons l'agrimètre, le centre agrimètre à Niamey qui nous avait déjà alerté pour d'ailleurs l'ensemble des pays du SILS que la campagne agricole 2017-18 allait connaître quelques perturbations majeures dans son déroulé. D'abord, selon les localités, elle serait précoce. Et dans d'autres localités, elle serait aussi tardive. Mais ce qui était presque une certitude, c'est que nous allons assister à une fin précoce dans beaucoup de localités. Au Mali, la bande que nous appelons généralement le Sahel occidental était celle qui était la plus concernée, principalement la région de Caille, une bonne partie de la région de Kouloukoro, quelques zones aussi de Mopti et Sikasso également. Et paradoxalement, cette année, la campagne a pratiquement débuté au nord pour remonter vers le sud. Or, habituellement, elle commence du sud pour ensuite s'étaler vers le nord. Et en termes de cumul pluviométrique, vous avez des cercles comme Yorosso qui ont dépassé les 1000 mm, alors que ça fait bientôt 10 ans que nous atteignons à peine les 800-900 mm. Par contre, les zones qui étaient à plus de 1000 et quelques ont connu moins de pluviométrie. C'est le cas de Kadiolo où, par exemple, le maïs a beaucoup souffert pendant la période. Malgré ces poches de sécheresse, les premières estimations qui sont tombées à la fin du mois d'octobre en novembre donnent des prévisions de production de l'ordre de 9 541 000 tonnes pour les céréales sèches. Je dois dire tout simplement que ces chiffres, c'est les premières estimations des méthodes standards que le Mali utilise, que le Burkina utilise, que le Sénégal, la Côte d'Ivoire. C'est des méthodologies qui ont été développées dans le temps avec l'appui de nos partenaires, notamment la FAO, le SILS. Et les chiffres définitifs, parce que toutes les récoltes sont terminées, les enquêteurs vont repasser pour voir si les premières prévisions qui donnent 9 541 000 tonnes vont être validées ou pas. Je dois dire que
les approches statistiques, il y a toujours des marges d'erreur dans les estimations. Celles vont généralement de plus ou moins 5%. Et dans certains cas, pour se donner plus de certitude, on peut élargir l'intervalle, plus ou moins 10%. Ça veut dire sur les 9 541 000 tonnes, les résultats définitifs, quelle que soit la situation, on ne devrait pas descendre en dessous de moins 10% des 9 541 000 tonnes. Ceci dit, même si les résultats définitifs donnaient une production inférieure à celle de l'année prochaine, nous serons largement au-dessus des besoins de consommation des Maliens. La norme qui est généralement utilisée pour calculer les besoins alimentaires se situe aux alentours de 224 kg par personne et par an. Dans le cas du riz, par exemple, c'est à peu près 75 kg par personne et par an que nous consommons en moyenne. Donc, si nous prenons les chiffres de production du riz par rapport aux besoins de consommation des Maliens, ça dégage un léger excédent de l'ordre de 200 à 300 000 tonnes. D'accord, mais monsieur le ministre, comment expliquez-vous cette situation quand on voit qu'on a moins de production agricole concernant les céréales sèches, mais on a plus de production au niveau du coton, où le Mali est devenu même premier africain? Parce que tout simplement, au niveau du coton, la zone qui produit le coton, c'est une zone qui a reçu suffisamment de pluie. C'est principalement la région de Sikasso, une partie de Kita, et un peu d'Uila et Fana. Et ensuite, il y a un effet très important qui explique également ces différences. Qu'est-ce que nous avons constaté? Au tout début de la campagne, moi j'ai fait des déplacements sur le terrain. Il y avait une tendance très nette entre deux catégories de producteurs. La première catégorie qui disposait que de la roue traditionnelle ou de l'attelage traditionnel avait des difficultés à installer les cultures. Par contre, tous ceux qui avaient des tracteurs, notamment les cotonculteurs, dès les premières pluies, ont labouré leurs champs et ont semé. Et déjà au mois de juin, on voyait déjà la différence. Ça veut dire qu'après les premières pluies, les gens qui dépendaient de l'attelage avaient des difficultés à labourer parce que les animaux étaient tellement fatigués, venant de sortir de la soudure, il fallait les laisser le temps de récupérer un peu de force, ensuite les atteler, et cela a correspondu à une poche de sécheresse dans la plupart des zones agricoles. Mais ceux qui avaient déjà labouré pour semer du coton, le coton avait presque germé dans la plupart des cas, ce qui explique un peu cette performance du coton. Mais ce n'est pas le seul. L'effet tracteur a été très très visible sur le coton et sur le maïs pour ceux qui possèdent ces équipements. Donc le tracteur est une bonne chose? Le tracteur a été une très très bonne chose cette année. On peut peut-être au début, en tant qu'agroéconomiste, on avait peut-être quelques soucis de rentabilité et tout ça, mais on s'est rendu compte que dans le cas des changements climatiques, le fait de pouvoir semer à temps, labourer et semer à temps, permet justement de pouvoir éviter les situations que nous avons connues cette année. D'accord. Monsieur le ministre, le secteur de l'agriculture, ça intéresse beaucoup de personnes et justement des Maliens vous ont adressé beaucoup de questions. On va en écouter tout de suite. Je suis Mohamed Tangara, délégué des zones à Kolongo. Au ministre de l'Agriculture, 1. L'insuffisance des terres est une difficulté. La plupart des exploitants sont sur les superficies de leurs pères. Les familles sont devenues très grandes. Qu'est-ce que le gouvernement entreprend pour les aménagements? 2. Le problème d'eau est devenu un souci. On parle de changement climatique et en plus, la part du gouvernement par rapport au respect du contrat plan, c'est-à-dire l'entretien du réseau primaire. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire sur les réseaux primaires? 3. L'installation des baux pose problème. On ne consulte pas la population à la base avant l'installation, ce qui amène des incompréhensions entre les détenteurs de bail et le village d'accueil. 4. Le manque d'équipement. Aujourd'hui, les gens veulent l'abandon des charrues au profit des motoculteurs, alors que l'accès au crédit bancaire n'est pas facile à cause du manque de garantie. 5. À cause de la rareté de l'eau, l'Office du Niger encourage la culture maraîchère. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour l'installation des unités de transformation? Monsieur le ministre, vos réponses à ces questions? Merci bien. Il y a eu, je crois,
4 ou 6 questions. Problèmes de terre et d'eau, l'insuffisance des problèmes de terre. Et je dois dire à l'auditeur que ça, c'est un problème courant. Nous l'avons étudié depuis la réforme des secteurs agricoles du Balai qui date des années 90. Déjà, je me rappelle, on a eu un atelier à Ségou à l'époque. C'est pourquoi, à l'époque d'ailleurs, les Américains avaient proposé d'expérimenter la formule d'irrigation privée. C'est ce qui nous a conduit à Alatona. Et vous savez, les aménagements, ça coûte excessivement cher. Et donc, ce n'est pas toujours facile de mobiliser les ressources qu'il faut pour pouvoir satisfaire les demandes. Et tout le monde est demandeur aujourd'hui de terres irriguées. Et cela prend du temps d'abord de mobiliser les ressources et de pouvoir faire les aménagements nécessaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour pallier à ça? Je dois vous dire que le président avait inscrit dans son programme l'aménagement de 100 000 hectares pendant les premiers mandats. Ce qui est plutôt rare parce que vous imaginez de l'indépendance à nos jours, nous sommes à moins de 300 000 hectares. Et pour le premier mandat, l'objectif est 100 000. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70% de cet objectif, c'est-à-dire aux alentours de 70 000 hectares déjà aménagés, y compris les aménagements à l'OFI du Niger, les micro-barrages cumulés, nous sommes à peu près à 70% de cet objectif. Dans quelle zone? Dans plusieurs zones, l'OFI du Niger, un peu dans la région de Ségasso, la région de Kouloukoro, tous les périmètres maraîchers qui sont aménagés sont pris en compte. C'est l'objectif, en fin de compte, c'est la maîtrise de l'eau pour permettre de soustraire notre secteur agricole des aléas climatiques. Monsieur le ministre, 70% ont été atteints déjà, mais avant l'arrivée du président de la République, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une baisse de la production ou une amélioration de la production? Ah non, depuis pratiquement 2014, nous connaissons une augmentation graduelle continue de la production. Le plus important, c'est qu'on sent également un frémissement au niveau des rendements qui sont affichent nettement une tendance à la hausse, même si elle reste encore timide et qu'il va falloir amplifier dans les années à venir. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions qu'on ne peut plus continuer à étendre indéfiniment les superficies au Mali. Aujourd'hui, nos rendements n'ont pratiquement pas bougé pendant plus de 10-15 ans. Quelle est la meilleure solution donc? La meilleure solution, c'est la mobilisation des technologies. Vous avez les semences améliorées. Le pourcentage des superficies ensemencées aujourd'hui, avec des variétés améliorées, des variétés sélectionnées, c'est moins de 50%. Ces technologies n'ont-elles pas des impacts négatifs sur l'environnement? Vous savez, moi, je ne crois pas. Si vous prenez les variétés de riz qui ont été développées par la recherche à l'OFI du Niger, le Gambiaka, ça a été développé par les chercheurs maliens. Ça n'a aucun impact directement sur l'environnement en dehors de la consommation des engrais chimiques. Et même là, des pays comme le Mali, nous sommes largement en dessous des niveaux de consommation par hectare des engrais dans le monde. Est-ce que le taux n'augmente pas au fur et à mesure, même si on est au-dessous aujourd'hui? Voilà, ça veut dire que nous avons alors une grande possibilité pour atteindre les niveaux où la consommation d'engrais chimiques deviendrait un problème. Bien sûr, pour certaines productions comme la pomme de terre, il faut être très prudent. L'excès d'engrais forcément atteint la qualité du produit que nous mettons sur le marché. Donc pour dire par rapport à l'insuffisance des terres, le gouvernement est conscient, c'est pourquoi d'ailleurs en matière de distribution des terres aménagées, on tient de plus en plus compte des possibilités d'abord d'agrandissement des familles et aussi allouer des superficies qui permettent aux producteurs de se sortir de la pauvreté. Et je suis d'accord avec l'auditeur qu'aujourd'hui, à l'OFI du Niger, il y a morcellement des terres d'année en année parce que la famille grandit. Il y a une famille qui a eu 5 hectares. Quand ils étaient papa, maman avec des gosses, aujourd'hui, c'est des familles qui comptent 10 personnes. C'est toujours les mêmes 5 hectares. Ça veut dire qu'il y a un besoin urgent d'accélérer de la délocalisation d'une partie des familles sur des nouvelles terres aménagées. Et ce programme, ce travail est en continu avec le gouvernement. Il a parlé des problèmes d'eau. Et d'ailleurs, tout le monde l'a constaté cette année. Ça, c'est rareté des pluies, ce n'est pas le Mali, c'est pratiquement l'ensemble de la zone ouest africaine qui est touchée.
quand on me dit cette année que la Guinée aussi connaît des problèmes de production, ce qui est assez étonnant pour nous, Maliens, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a demandé à l'Office du Niger de ne pas faire la contre-saison, parce que tout simplement, il n'y aura pas assez d'eau au niveau du fleuve pour irriguer. Mais cela ne veut pas dire qu'on a abandonné les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères vont continuer parce qu'elles consomment moins d'eau que les riz, et nous n'avons pas le choix. Pour les années à venir, nous avons besoin d'utiliser les variétés qui consomment moins d'eau et aussi des technologies qui économisent l'eau. J'ai rencontré à Abidjan, où j'ai pris part à la conférence sur la Révolution verte en Afrique, des Indiens qui m'ont dit qu'ils ont visité le Fil du Niger. Il y a un gaspillage énorme d'eau par les systèmes d'irrigation actuels que nous avons. Et qu'il faudrait carrément revoir ces systèmes si on veut continuer à étendre les superficies. Et je crois que ça, c'est une problématique majeure à laquelle nous sommes confrontés et pour laquelle nous devrons trouver les solutions appropriées. Bon, il a parlé des baux qui sont donnés sans consultation des populations locales. Je crois qu'avec l'adoption de la loi foncière, les commissions foncières qui vont se mettre en place, et toute cette situation va être revue et corrigée. Et je suis d'accord que quand on donne des baux, il est absolument nécessaire que les populations concernées soient consultées, parce qu'elles vivent là. Si on doit aménager, il faut que ça ne se fasse pas contre eux, mais que ça se fasse avec ces populations. Heureusement que dans le cas des aménagements de l'État, aujourd'hui, les conditions de distribution, les populations sont associées. Je crois que l'auditeur a en vue les baux commerciaux qui sont attribués à certaines grandes exploitations. Je crois que ça, c'est un problème majeur et que la loi sur le foncier rural va adresser. D'ailleurs, on est en train de finaliser le décret d'application de cette loi, qui est une avancée certaine. Mais ce que je dois vous dire, avec la pression démographique, avec l'urbanisation galopante, la terre gagne en valeur, sa valeur augmente. Chaque année en année, nous devrons par conséquent adopter notre dispositif législatif et institutionnel. Malheureusement, souvent, il y a un décalage qui amène justement à l'ensemble de ces problèmes que nous connaissons sur les fonciers au Mali. Il a parlé également de difficultés d'accéder au crédit bancaire et de manque d'unités de transformation. Oui, ça c'est réel. Depuis les années 80, avec l'ajustement structurel des crédits agricoles au Mali a presque disparu. Ce n'est pas seulement au Mali, c'est dans l'ensemble des pays de l'Afrique qui ont eu à faire face au programme d'ajustement structurel. On a demandé à l'État de sortir de l'ensemble de ces programmes et que les privés allaient se succéder, disons, se substituer à l'État. Malheureusement, le privé n'a pas répondu. Ça a créé des vides institutionnels dans beaucoup de cas. Il a parlé du programme d'équipement où nous sommes actuellement en train d'acheter à peu près 500 motoculteurs qui vont être distribués aux producteurs de riz. Et au Mali, heureusement qu'on a mis en place le programme d'équipement en concertation avec un pool bancaire et également les producteurs eux-mêmes. L'État achète les équipements. Monsieur le ministre, vous avez dit 300 motoculteurs. 300, 500. C'est 500. Est-ce que ce nombre est suffisant selon vous? Pour le moment, les demandes que nous avions sont moins de 500. Donc ça veut dire que les évaluations des demandes qui ont été faites sont plus ou moins correctes. Mais ce n'est pas une opération ponctuelle, l'opération va continuer. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on a fait la diversification. Après l'achat des 1000 tracteurs, les paysans ont demandé qu'on diversifie les équipements, que certains ont besoin de tracteurs, d'autres ont besoin de charrettes, d'autres ont besoin de motoculteurs et ainsi de suite. Et donc on a diversifié pour permettre à différentes catégories d'exploitants d'exprimer leurs besoins et de les prendre en charge. Mais l'aspect innovateur au niveau de ce programme, c'est que ça permet en même temps de faire de suppléer au manque de crédit agricole. Ça veut dire quoi? Les banques qui sont dans ces programmes acceptent de faire crédit pour les 50%
restants. Mais les bénéficiaires, sur les 50% qui restent, doivent déposer 20% dès qu'il ouvre son dossier au niveau de la banque. Ça veut dire les 30% restants, il les paye pendant 5 ans. Donc, c'est vous dire que ça, c'est des palliatifs. Ça ne remplace pas automatiquement un véritable programme de crédit, mais déjà, ce programme d'équipement permet justement de réduire les limites du manque de ces programmes. D'accord, monsieur le ministre. On n'a pas assez de temps, il y a d'autres questions. On va écouter un autre auditeur. L'effort qu'on fournit pour s'aimer, sarcler, et puis buter, se mettre au soleil chaud pour faire la récolte du coton, quand on voit le prix et voir tout ce qu'on fait, on trouve que le prix est insignifiant. L'aide que l'État fournit en matière de subvention, nous pouvons dire que c'est suffisant d'un côté. Mais d'un côté, on dit que la façon et la manière dont on reçoit la subvention, on peut dire qu'il y a des failles. Monsieur le ministre. Oui, par rapport au prix du coton, effectivement, avant de venir au gouvernement, je suis un chercheur aussi. Nous avons eu à évaluer les coûts de production depuis les années 80. Personne n'ignore au Mali qu'avant, quand l'État fixait les prix, on faisait d'abord les calculs des coûts de production et ensuite on essayait de prendre les coûts moyens pour fixer un prix qui permet aux paysans de pouvoir avoir un retour sur les efforts qu'il a fournis pendant la production. Bien sûr, ça a créé beaucoup de problèmes de méthodologie. Si vous avez des coûts de production, je prends un exemple simple du kilo de coton qui va de 50 francs, 100 francs à 300 francs, quel prix on va prendre, quel coût on va prendre. Si vous le fixez à 350, c'est lui qui les produit à 150, il a 150% de bénéfices tout de suite, mais c'est lui qui les produit à 300, lui il n'a rien. Donc, ce n'est pas un problème simple. Et dire que le prix du coton est insuffisant par rapport aux efforts fournis par les paysans maliens, je ne dirais pas que c'est insuffisant, mais je dirais que c'est assez appréciable. Comparaison n'est pas raison. Le Mali subventionne l'engrais pour les producteurs cotonniers et je crois que cette année, le coton est payé à 250 francs le kilo. Un pays comme le Burkina ne subventionne pratiquement pas l'engrais pour les producteurs de coton. Pourtant, est-ce que tous les cotonculteurs ont accès à ce engrais subventionné? Oui, parce que le dispositif d'approvisionnement à la CMDT est que la CMDT préfinance l'intrant. Et quand la CMDT préfinance l'intrant, il est distribué à travers les AV. Pourtant, il disait tout de suite qu'il y a une faille dans la chaîne de distribution, de répartition. Il parlait surtout, je crois, des cautions techniques. Et ça, c'est les zones hors CMDT et les zones hors office, comme l'Office du Niger, Office Sélingué, Office Manantalé, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le système qui est utilisé au niveau des directions régionales de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez que c'est normal que 98% du coton malien soit exporté et que les cotonculteurs pensent n'avoir rien à gagner dans ce coton? Bon, je pense qu'il faut relativiser. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à voir. C'est comme je vous dis, hein, quand vous prenez les coûts de production, quand le monsieur a parlé de ceux qui récoltent au soleil, qui sèment au soleil, je vous dis que je suis né dans les zones cotonnières, j'ai récolté, j'ai semé du coton. Je sais de quoi il parle. Et j'ai encore des frères qui n'ont pas été à l'école, qui continuent à faire du coton. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? J'ai quitté il n'y a même pas 2 semaines le village où j'ai dormi avec les frères. Donc je comprends bien ce dont ils parlent. Et je crois que le plus important, c'est la productivité qu'il fait augmenter. Vous avez beau augmenter les prix, le Mali est quand même à 250 francs le kilo. Un pays comme le Burkina est à peine à 215 francs, je me rappelle plus du truc, mais ils sont largement en deçà de ce que les Maliens payent pour ces producteurs. Imaginez, on paye 250 francs le kilo, ça veut dire 250 000 francs la tonne. Dans mon champ, j'ai fait à peine 800 kilos. Et pendant ce temps, vous faites 2 tonnes. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Un autre auditeur a d'autres questions. Monsieur le ministre, ma première question est la suivante. Le gouvernement du Mali, à travers la subvention de l'engrais, après plusieurs années, aujourd'hui nous voyons que la Banque mondiale vient maintenant avec d'autres systèmes, le système électronique de fichiers électroniques. Le sud du Niger comptant plus de 285 villages. Est-ce que le système de fichiers électroniques, ça sera convenable à
Mais l'année dernière, vu l'état de l'hivernage, vu les cours d'eau qui manquent dans les fleuves, les paysans doivent cultiver les jardins pour enfin vendre ces produits et payer la redevance eau. Cette année, vu la crise, comment le gouvernement voit le 31 mars la date de clôture du paiement de la redevance eau? Ma préoccupation, depuis 2012, nous sommes dans la zone rouge. Qu'est-ce que le ministre a comme message en faveur des populations vu l'insécurité grandissante dans la zone autour du Niger? Monsieur le ministre. Par rapport à la question, ce qu'on appelle couramment e-voucher, c'est-à-dire les coupons électroniques, c'est un système qui a été développé au Malawi et qui a été testé aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est principalement. La Banque mondiale veut l'étendre au Mali. Est-ce qu'il convient aux offices, par exemple, aussi par extension à la CMDT? Pour le moment, il a été testé par le projet WAP, qui est un projet d'appui à la productivité, au transfert de technologies. C'est une façon d'amener tous les petits exploitants d'accéder aux intrants. Ça comprend les engrais, ça comprend aussi les semences. Il faut dire que le Mali a développé au fil des années un système d'approvisionnement des producteurs. Si vous prenez le fil du Niger, vous avez les coopératives qui sont très bien développées. Je vous disais tout de suite pour la CMDT, c'est un système huilé qui a fait ses preuves dans le temps. J'ai eu plusieurs discussions avec la Banque mondiale. J'ai dit que le système a été testé. Nous allons l'étendre sur quelques zones, mais à travers la Direction nationale de l'agriculture. Le système a été testé, mais est-ce que les acteurs concernés, les principaux acteurs en tout cas, les paysans ont été consultés? Si, les paysans ont été consultés. D'ailleurs, vous allez voir même ce soir, il y a une publicité qui passe à la radio où nous sommes en train de procéder au recensement des producteurs pour l'étendre à d'autres zones comme Koutiala, comme Yanfolila. Pour le moment, c'est vraiment à petite échelle. À la radio, vous parlez de Bamako ou vous parlez du niveau local? Je parle la publicité, c'est au niveau de l'ORTM. On espère que ça touche l'ensemble des producteurs. Et je crois qu'ils vont décentraliser ça au niveau des radios locales pour que l'information arrive au niveau. C'est en fait pour dire que les gens vont venir faire ces recensements pour pouvoir identifier le nombre de paysans qui seront éligibles au système. Son avantage, c'est quoi? C'est que ça permet de savoir exactement qui a reçu l'engrais et le système n'est validé que si le paysan lui-même confirme avec son portable que l'engrais a été effectivement livré. Et donc, ça permet d'améliorer grandement la transparence du système des cautions techniques. Il va être étendu d'abord au niveau des zones diffuses, c'est-à-dire là où vous n'avez pas les offices, là où vous n'avez pas la CMDT, et pour pouvoir évaluer l'efficacité du système. Et c'est ce que j'ai dit à la Banque mondiale, nous voyons l'introduction de ce système comme un processus. S'il est prouvé supérieur au système que nous avons et il peut être adapté dans les offices, on verra ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, le système, il est adapté seulement aux producteurs qui s'approvisionnent individuellement sur le marché. Vous avez parlé du problème de crédit. C'est un système qui ne peut pas aller sans un système de crédit approprié. Ça veut dire quoi? Si les producteurs achètent 2 ou 3 sacs, il doit payer les 70% aux commerçants et l'État prend les 30% en subvention. Mais pour un paysan qui n'a pas de cash, forcément, il faut que les commerçants acceptent de lui faire cadeau. Or, je vais dire lui faire crédit. Or, pour un producteur seul, isolé, je ne vois pas quel risque, ces risques que les commerçants vont prendre. Donc, le système n'est pas totalement au point. Et il est encore en phase de test. Donc, je peux rassurer notre auditeur que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il a soulevé une très bonne question, la redevance eau. Compte tenu de la particularité de cette année, je pense que ça demande une réflexion et on va voir avec l'Office du Niger, en fonction de la situation spécifique de la campagne, le manque d'eau, l'eau n'est pas suffisamment montée, il n'y a pas de contre-saison. S'il y a des aménagements à faire, ça c'est un débat à la fois technique qu'il faudrait envisager. Donc envisager d'aller au-delà du 31 mars. Je pense que ça mérite réflexion et des discussions avec l'ensemble des acteurs concernés. Parce qu'il faut éviter aussi de mettre en péril la capacité de l'OFI d'entretenir les réseaux pour la campagne à venir.
Donc c'est pourquoi je dis que la spécificité de la campagne nous impose une telle réflexion. En ce qui concerne l'insécurité, nous venons de quitter la zone avec le Premier ministre. J'ai échangé avec le président de la Chambre d'agriculture de Ségou, qui est aussi, je crois, président de la Chambre locale de Massina par rapport à la situation sécuritaire. Et il pense qu'il y a de l'amélioration. Et bien sûr qu'il n'y a pas de risque zéro pendant la campagne agricole. Zéro parce que hier soir, il y a eu une attaque dans la région de Mopti, une centrale qui a été attaquée par des présumés djihadistes. Oui, c'est une de nos infrastructures. Je profite de votre micro justement pour donner l'information. Les installations, pour le moment, l'information que j'ai reçue de mes structures n'ont pas fait l'objet de dommages importants. C'est surtout les grues qui ont été brûlées, avec des grues principalement qui ont été incendiées. Et donc, nous attendons le rapport définitif pour mieux nous situer. Effectivement, c'est des risques qui sont là. D'ailleurs, même au niveau de Molodo, on a eu quelques cas, mais les entreprises ont repris les travaux et ça avance normalement. Et je crois que depuis un certain temps, nous sentons un léger mieux sur le plan sécuritaire au niveau de la zone. Sur Internet également, il y a un internaute qui a posé une question. Monsieur le ministre, je réponds au nom de Modibo Y. Diarra. Excusez-moi, monsieur le ministre, l'Office du Niger, avec les deux saisons, la saison pluvieuse et la contre-saison, est incapable de ravitailler la population malienne. Cette année, à l'instar des autres années, il n'y aura pas de contre-saison dans des zones comme la zone de Massina. Est-ce que cette décision de ne pas faire de contre-saison dans ces zones n'aura pas un effet rétorquant sur la survie de cette population, et est-ce que cette décision n'aura pas de l'effet sur le prix du riz cette année? Je dois d'abord dire à l'auditeur que le fait de ne pas faire la contre-saison, forcément, ça va indisposer certains, mais la zone du Massina n'est pas tellement une zone rizicole. C'est surtout l'interfleuve. Je connais très bien l'économie agricole de cette zone. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la zone. D'accord, mais pour les zones qui sont plus concernées, comme vous venez de le dire. C'est pour dire tout simplement, quand il dit qu'on aura de la difficulté à approvisionner le pays en riz, les gens ont tendance à toujours raisonner en économie fermée au Mali. Je l'ai toujours dit depuis les années 90. Tu peux faire des excédents au Mali tant que les pays voisins sont en déficit et ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que le Mali. Dans une économie libéralisée, les céréales vont aller là où le pouvoir d'achat est le plus élevé. Donc il faut aujourd'hui au Mali une économie libéralisée selon vous? Nous sommes dans une économie libéralisée depuis les années 80. Les gens l'ignorent. Chaque fois que les prix flambent sur le marché, on dit voilà, l'État ne fait rien. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Et c'est pourquoi nous avons un dispositif de sécurité alimentaire, d'ailleurs qui a commencé à se déployer sur le terrain. Partout où on a des poches de sécheresse, partout où les paysans n'ont pas produit, l'État prendra en charge leurs besoins alimentaires pour leur permettre au moins de pouvoir commencer la campagne à venir. D'ailleurs, Bamako est concerné. On a eu des distributions dans certains quartiers. Et c'est ça aussi la confusion que les gens font entre le niveau de la production nationale et la sécurité alimentaire. La production nationale est un élément de la sécurité alimentaire qui est principalement, vous avez l'offre, la production nationale n'est qu'un élément de l'offre. Prenez l'Arabie Saoudite. On ne parle pas d'insécurité alimentaire, pourtant ils ne produisent pas ce qu'ils consomment, ils importent une bonne partie de leur consommation. Je vous dis, en 2013, on avait estimé à 13% les foyers américains qui étaient en insécurité alimentaire parce qu'ils avaient un problème de crise de pouvoir d'achat. Mais est-ce qu'il y a lieu de comparer le Mali et l'Arabie Saoudite? Non, ce n'est pas comparable, mais c'est pour vous dire qu'on dit en Bamara, il y a du mil dans les villages du mil, mais on ne vient pas le prendre comme ça. Le monsieur vous a parlé d'efforts du paysan qui suit sous le soleil, qui produit. Si vous êtes à Bamako, vous n'avez pas de revenus. Comment vous pouvez accéder à ces céréales si vous ne les achetez pas? Justement, donc l'Arabie Saoudite et le Mali, c'est totalement différent. Alors, nous reste 10 minutes. Voilà. On a d'autres questions avec des auditeurs et on va poursuivre.
Je suis Abdoulaye Diarra, exploitant dans l'office Niger, dans le village 39 Médina. Mon numéro est 291. C'est-à-dire qu'on est inquiet par la subvention engrais électronique. D'autant plus que, c'est-à-dire à l'office du Niger, les paysans sont à 99 illettrés. Il y a manque d'eau dans l'office du Niger. Il paraît que le fleuve a baissé. Il n'y a pas d'eau du tout. Nos cultures commencent à sécher même. D'accord. Quelle est la disposition que le gouvernement va prendre? D'autant plus que nos femmes, nos enfants, ils ont déjà investi dans l'oignon et plusieurs maraîchages. Donc vraiment, on est inquiet dans tout cela. Nous, on est dans la zone d'insécurité totalement. On ne peut pas aller dans nos champs avec nos motos. Les motos ne circulent plus. Et tout cela joue dans notre activité économique. Et le bilan de la campagne cette année est négatif. Monsieur le ministre. Bon, moi, je n'ai pas la même information que l'auditeur. Peut-être que pour lui, c'est négatif, mais il ne faut pas généraliser. En matière de statistiques, il faut être prudent. Ce n'est pas parce que chez vous que ça ne va pas que chez les voisins, ça ne va pas. Et c'est la beauté de la statistique, d'ailleurs. C'est pourquoi on fait des enquêtes avec des échantillons, pour être assez représentatif de la réalité. En ce qui concerne les sécurités, je reviens là-dessus, j'ai dit que les informations que j'ai eues lors de mon passage à Ségou récemment, certains producteurs nous ont affirmé, en tout cas dans leur localité, une certaine amélioration. Et je l'ai dit qu'il n'y a pas de risque zéro. La baisse du niveau du fleuve est réelle. D'accord. Il a souligné quelque chose qui est qu'ils ont déjà acheté beaucoup de choses aujourd'hui, mais il n'y a pas assez de pluie. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire? Bon, quand il dit qu'ils ont acheté, moi, je suis allé à l'office riz pendant la campagne à Tamani, je crois que c'est bien Tamani, où, par exemple, le niveau du fleuve n'a pas du tout monté. Ceux qui avaient déjà acheté des semences et qui ont sémé, ça a séché. Moi, j'ai dit que c'est une situation que nous allons prendre en charge au moment venu pour voir dans quelles conditions on peut faire une compensation de ces gens. Ça, c'est des catastrophes naturelles. Et la solidarité nationale doit se manifester à l'endroit de ces gens. De même, pour ceux qui n'ont pas récolté, pour lesquels nous sommes en train de procéder à des distributions alimentaires gratuites aujourd'hui à travers le ministère de l'Action humanitaire et le commissariat à la sécurité alimentaire. Je crois que les paysans, les producteurs aussi, qui font face à de telles difficultés, l'État a le devoir, à travers la solidarité nationale, à venir les appuyer, à les aider pour leur permettre de reprendre le cycle normal de production. D'accord. Un autre auditeur a des questions. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de nous avoir donné cette opportunité, à vous ainsi qu'à Studio Tamani. Moi, je m'appelle Amadou Yattara, vice-président de Kasugo, coopérative agricole à cession de Goubo. Goubo est une mare rizicole aménagée environ 20 ans par l'État et ses partenaires. À l'époque, c'était le FIDA, Fonds international de développement agricole. Elle fait 370 hectares, exploités aujourd'hui par 774 ménages. Depuis quelques années, cette mare connaît d'énormes difficultés. Les digues et canaux d'irrigation sont aujourd'hui vétustes, chose qui engendre des conflits entre exploitants et affecte la production agricole. Nous avions mené des études pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Cette étude nous demande de gros moyens qui dépassent largement la bourse des exploitants, malgré toute leur bonne volonté, soit 2 milliards de francs CFA. Nous avions monté un projet que nous avions soumis à l'État à travers le ministère de l'Agriculture afin de trouver un financement pour sauver Goubo, qui est le cordon ombilical de Niafunké. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Êtes-vous au courant de cette situation? Si oui, comment comptez-vous venir en soutien à la population de Niafunké et de ses environs qui exploitent cette mare? Monsieur le ministre, nous saluons l'initiative de l'engrais subventionné par l'État, mais sachez que la quantité qui arrive à Niafunké ne suffit même pas à la seule mare de Goubo, encore moins aux 2000 autres périmètres qui existent dans le cercle de Niafunké. Vive le Mali, vive l'agriculture,
Je vous remercie. Merci. D'abord, je dois dire à l'auditeur que je suis au courant de ce dossier. Okay. Je l'ai reçu. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des honorables qui voulaient me contacter par rapport à ça. Et j'ai demandé à prendre position du dossier que nous avons même étudié. Nous avons transmis une copie au ministère des Finances pour voir comment il faut prendre en charge ce dossier. Et je crois aussi... c'est un dossier pour moi très important parce que je connais la zone pour avoir séjourné. J'ai commencé ma carrière à Gundam. Je faisais Nyafenke, je faisais Rarousse, donc je connais très bien cette zone. Et si on y met les aménagements, on fait les aménagements appropriés, les investissements nécessaires, je crois qu'on n'aura plus besoin d'envoyer du riz de l'Office du Niger dans ces zones. Les gens ont tendance à oublier, je crois, c'est quelle année Tombouctou a vendu du riz à Mopti, il n'y a pas longtemps. Donc c'est vous dire le potentiel de production énorme dans la zone de Nyafenke. Je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur et je vais relancer ce dossier, voir au niveau de mes services où est-ce qu'on en est et au niveau du ministère des Finances. Je crois que c'est un programme structurant pour cette partie du pays. L'insuffisance des quantités d'engrais subventionnés, effectivement, c'est un problème qui est assez récurrent et c'est un problème que nous tentons de gérer bien que mal, mais généralement, la priorité que nous donnons quand nous avons des zones irriguées comme c'est le cas, et nous tentons de donner la priorité, de donner le maximum d'engrais subventionnés aux cultures irriguées parce qu'au moins on est sûr de pouvoir récolter quelque chose. Donc, il a parlé également de conflits entre exploitants et je profite pour parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs également. Comment gérez-vous cette situation? Vous savez, j'étais au ministère de l'élevage avant de venir à l'agriculture. J'ai l'habitude de dire à mon ami à l'époque, Deno, quand il était ministre de l'agriculture, je le chalutais chaque fois, j'ai dit, monsieur le ministre, nous payons aujourd'hui les conséquences des mauvaises politiques agricoles parce que vous n'avez pas pu augmenter la productivité agricole, les rendements. C'est pourquoi vous êtes en train de prendre des espaces pastoraux pour en faire des champs. Pour quel rendement? Donc il va falloir qu'on arrête. Et ces conflits, c'est pourquoi je vous ai parlé des gains de productivité. Il nous faut initier aujourd'hui une révolution de la productivité des rendements. On ne peut plus continuer à étendre des superficies au détriment du cheptel malien. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on arrête. Et moi, je crois que depuis cette campagne, j'ai instruit à mes structures les plans de campagne que nous allons soumettre au président cette année. On va stabiliser les superficies et nous allons miser sur l'élévation des rendements, l'augmentation des rendements, en mobilisant les semences améliorées. Et comme l'a dit l'auditeur, en nous assurant que les paysans ont accès à un maximum d'engrais pour pouvoir permettre d'augmenter sensiblement les rendements et compenser la perte de superficie. Et je crois que c'est une option sérieuse que le gouvernement a prise. Parce que sans ça, ces conflits vont en s'aggravant. D'accord. Monsieur le ministre, au début de l'émission, je disais que des paysans dénoncent une mauvaise récolte due à la mauvaise pluviométrie et répartition des pluies. Mais le ministère de l'Agriculture rassure que les stocks disponibles suffisent pour nourrir les Maliens s'ils sont bien répartis. Quand vous dites s'ils sont bien répartis, qui doit répartir ces stocks, monsieur le ministre? C'est ce que je vous disais. Je disais qu'on confond souvent sécurité alimentaire et production. Le bilan est assez excédentaire au Mali. C'est-à-dire, quel que soit, même si on va arriver avec les évaluations définitives, même si on est en dessous des 9 500 000, on aura suffisamment de céréales sur le marché pour pouvoir nourrir les Maliens selon la norme FAO qui est de 224 kilos par personne et par an. Le problème, c'est que vous n'avez pas produit, vous n'avez pas d'argent pour acheter, c'est un problème. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'État a déclenché son opération d'assistance alimentaire à ces populations. Normalement, ces assistances commencent au mois d'avril, au mois de mai-juin, au moment de la période de soudure. Cette année, on n'a pas entendu la période de soudure. Et c'est une partie des stocks nationaux qui sont mobilisés
à travers l'OPAM, à travers les commissariats à la sécurité alimentaire pour venir en aide aux compatriotes qui ont tout perdu pendant la campagne. D'accord, mais si on enlève le taux qui sera exporté et qu'on voit des gens qui n'ont pas assez d'argent, comme vous le dites tout de suite, pour acheter, est-ce que ces gens, vous pouvez les rassurer pour leur dire qu'aujourd'hui, ils pourront avoir de quoi manger? Je crois qu'à ce niveau, quand on était à Ségoul avec le Premier ministre, le message a été donné que l'État a pris toutes les dispositions pour s'assurer que la solidarité nationale puisse agir pour tous ceux qui n'ont pas pu récolter, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger et pouvoir préparer la prochaine campagne. Donc, Monsieur le ministre, les Maliens n'auront pas faim? Je ne peux pas vous dire que les Maliens n'auront pas faim. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps aux États-Unis, il y avait 13% des ménages qui n'étaient en insécurité alimentaire malgré qu'ils jetaient des quantités de nourriture. C'est toujours le pouvoir d'achat et la solidarité nationale que nous allons mobiliser pour pouvoir faire face. Pourquoi je parle de la solidarité nationale? C'est à partir du dispositif national de sécurité alimentaire. Les prix, il faut qu'on y joue là-dessus et heureusement, nous avons le socle d'intervention de l'OPAM qui permet de mettre des céréales sur le marché quand on a une certaine surchauffe au niveau des prix. Tous ces instruments seront mobilisés. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Désolé à tous ces auditeurs qui ont pu poser des questions. Le temps, nous avions que 45 minutes. Merci à toute l'équipe de Studio Tamani qui s'est mobilisée pour la réalisation de ce débat, ainsi qu'à notre réseau de correspondants. À la présentation, Mohamedou Touré, mise en onde assurée par Seydou, régie vidéo, Peting Diara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.